Alors bonjour à tous, bienvenue sur la sixième édition donc, des masterclass digitales organisées par VAR Tourisme. Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Stanislas Lucien qui vient de l'agence Travel Insights. Et bonjour Audrey, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. Alors, quelques petites notions par rapport à ce matin. Donc, du coup, la masterclass va être filmée, donc vous aurez accès à un replay à partir de demain pour ceux qui ne peuvent pas, imaginons, assister à toute la conférence. D'autre part, nous avons coupé les sons de tout le monde. Donc, si vous souhaitez intervenir, si vous avez des questions durant la masterclass, n'hésitez pas à aller sur le chat. Vous avez une petite bulle tout en haut où justement vous allez pouvoir écrire et poser des questions. Et vous pourrez aussi voir les questions des autres avec les réponses qui seront faites. Je vais demander à tout le monde également de couper les caméras dans un souci en fait on va dire de bonne connexion pour éviter qu'il y ait des problèmes en fait pendant la masterclass comme on est pas mal de connecter en même temps. Et puis bah, après, simplement pour vous faire une petite allusion à la prochaine masterclass, d'ici le 11 mars, donc juste après les vacances scolaires, la prochaine masterclass concernera comment recruter des saisonniers, donc en toute simplicité. Nous aurons Antoine Poussard qui interviendra pour justement aider nos professionnels. Alors parmi ceux qui sont présents, ça peut être dans les bergeries, dans la restauration, ça peut être les plagistes ou même tout un tas d'autres activités. Si vous cherchez à recruter encore plus maintenant pendant cette période de Covid où les gens se déplacent beaucoup moins, on est beaucoup plus sur du digital. N'hésitez pas à venir. Antoine donc parlera de son application qu'il a mis en œuvre. Il travaille déjà beaucoup avec les stations de ski pour justement recruter en toute simplicité des saisonniers. Stanislas, bienvenue à toi. Merci. Je vais te laisser te présenter et puis on va commencer directement par la présentation sur les influenceurs et pas que, parce que c'est vrai que influenceur ça devient de plus en plus péjoratif. On parle surtout de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, sur le web, sur un peu tout. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Du coup, je vais ouvrir tout de suite la présentation, comme ça on va pouvoir rentrer un peu dans le vif du sujet et je vais pouvoir me présenter d'une manière beaucoup plus sympa. Donc, j'ai ouvert. Tu vas me dire, Audrey, hein, du coup, si Ouais, le vide est parfait ou pas. nickel. Commencer. C'est parti. Ouais. Ouais. Bon. Du coup, effectivement, je suis Stanislas, donc le directeur de l'agence Travel Insight, une agence qui a été créée en 2016. Je suis toulonnais. J'ai fait 5 ans au lycée hôtelier de Toulon, avant ensuite de partir sur Aix-en-Provence et Marseille pour faire un bachelor en marketing du tourisme et un MBA en marketing du tourisme à l'ESCAET. Donc, l'agence est spécialisée en communication du tourisme. Elle a un véritable lien entre les marques touristiques et les voyageurs. Et ça nous a liés sur un peu deux piliers de l'agence. Travel, j'ai pas forcément besoin de vous expliquer. On parle d'un secteur qui est tout à fait passionnant. Et puis Insight, donc Travel Insight, pour le côté un peu marketing qui répond notamment à des problèmes marketing sur de la data, mais aussi qui va user de chiffres et de tendances pour pouvoir mieux positionner les marques sur leur secteur. On intervient pour des marques telles que la République dominicaine, la Côte d'Or, Vendée Tourisme, l'Allemagne, l'Italie. On fait la communication de l'Espagne en France. On travaille pour pas mal de petits tours opérateurs, d'hébergeurs, de camping, etc. Et quand Audrey m'a proposé de venir vous parler d'influence, notamment à tous les acteurs, ces différents acteurs que représente la destination, j'ai essayé de compiler et de faire au mieux pour que je puisse avoir un discours et un langage que tout le monde puisse comprendre et surtout permettre à chacun de mieux comprendre s'il pourrait ou non travailler avec des influenceurs et s'il peut, de quelle manière et vraiment de quoi on parle. Donc voilà, j'espère que vous pourrez profiter de cette présentation au maximum, qu'elle pourra vous ouvrir de nouvelles portes, peut-être de nouvelles actions, un nouveau canal de communication.
Et bien évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je sais que Audrey sera là pour m'arrêter et pour revenir sur certaines petites choses que vous n'auriez pas compris. Et du coup, j'ai terminé. On va pouvoir rentrer un peu dans le vif du sujet. Et on commence tout d'abord avec quelques chiffres. J'ai pas forcément besoin de vous en parler ou de rentrer véritablement dans ces chiffres-là. J'ai gardé un peu les chiffres de janvier 2020 parce qu'ils sont très parlants et que j'ai pas encore eu les chiffres 2021. Mais voilà, en soi, les réseaux sociaux, que ce soit dans le monde ou en France, ils sont extrêmement nombreux. Il y a énormément de personnes qui sont connectées sur les réseaux sociaux, et notamment depuis que nous avons eu le Covid en France et dans le monde. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que tout le monde était bloqué chez soi, on a voulu garder contact, on a fait des apéros sur Zoom. Je pense que tout le monde voit très bien de quoi je veux parler. On confirme. On en avait besoin. On a essayé au maximum de garder contact. Et bref, on s'est finalement retrouvé dans le canapé, généralement devant Netflix, avec son téléphone à la main, à aller sur les réseaux sociaux comme Instagram, comme Facebook, WhatsApp. Et il y en a beaucoup qui ont téléchargé TikTok pour comprendre ce qu'était ce réseau social complètement phénomène et sur lequel tout le monde produisait du contenu un peu en format challenge et très humanisé. Et ça nous a un peu remis en question. On s'est dit qu'on allait faire une étude en fin 2020 pour essayer de comprendre un peu ce qui s'était passé pendant toute l'année 2020 sur les réseaux sociaux. Donc, on a interrogé plus de 600 personnes qui sont à la fois des voyageurs et des professionnels du tourisme. Et aujourd'hui, on a surtout réussi à faire sortir quelques chiffres qui vont véritablement vous parler, et vous allez comprendre le lien qu'il y a finalement avec le sujet des influenceurs que l'on aborde aujourd'hui. Il y a quelques chiffres du coup dont on va parler. Il y a 86% aujourd'hui des personnes qui ont été interrogées qui estiment que les réseaux sociaux leur ont permis de garder un lien ou de se rapprocher de leurs proches pendant le confinement. Et ben effectivement, on partage pas mal sur les réseaux sociaux ce que l'on fait, ce que l'on dit, les recettes de cuisine, le ponçage de ses volets et la peinture, les apéros Zoom. Et surtout, ces personnes-là ont déclaré avoir passé au moins entre 1 heure et 5 heures connectées sur les réseaux sociaux par jour, ce qui est assez énorme. Et près de 66% des personnes interrogées ont téléchargé de nouvelles applications sur lesquelles ils n'étaient pas forcément. Zoom, Teams, il y avait aussi des applications comme House Party. Il y en a qui ont retéléchargé WhatsApp. Bref, voilà. Pas mal de diversification en termes d'applications et de nouveaux usages sur les réseaux sociaux. Et on retrouve notamment Instagram sur la tête du podium, suivi de WhatsApp et de Facebook pour les voyageurs. Et toutes les personnes interrogées nous ont dit que dans la plupart des cas, c'était l'inspiration. Donc découvrir de nouvelles choses, pouvoir s'inspirer de nouvelles destinations, pouvoir découvrir de nouvelles tendances, découvrir de nouveaux produits, bref, se laisser aller sur les réseaux sociaux pour finalement trouver des choses qui leur plaisent et se sortir finalement de ces sujets Covid dont tout le monde parlait, ce qui a mené à découvrir pas mal d'influenceurs et notamment des lives. J'imagine que certains d'entre vous ont dû suivre des lives, notamment d'influenceurs sportifs qui vous donnaient régulièrement le petit rendez-vous du soir entre 18h et 19h, voire 21h, pour faire sa petite séance de sport à la maison. On peut notamment citer Sissi Mua, Thibaut InShape, etc., qui se sont amusés à impliquer leur communauté et à proposer des sessions de sport avec eux pour maintenir finalement ce lien et puis impliquer un peu tout le monde qui rêvait de sortir, qui rêvait de nature, qui rêvait surtout de retourner à la salle de sport. Et surtout qui se sentaient un peu s'empâter au fond de leur canapé devant Netflix. De liberté, parce que les destinations ont beaucoup communiqué justement sur leur destination avec des visuels qu'ils avaient déjà, et on ne pensait qu'à une chose, c'était être libre et prendre l'air, aller dehors.
Tout à fait, tout à fait. Il y a eu pas mal de lives qui ont été faits aussi pour préparer des voyages ou pour échanger avec des agents de voyage qui étaient un peu spécialisés sur des destinations qui sont encore aujourd'hui ouvertes, comme par exemple partir au Kenya, découvrir des destinations comme la République dominicaine. Il y avait pas mal de frontières qui restaient ouvertes et il y a eu beaucoup d'échanges qui ont été faits avec des professionnels du tourisme, notamment pour aider les futurs voyageurs à préparer leur futur séjour. Ce qu'il y a plutôt sympa, c'est que quoi qu'il arrive, voyager, ça reste dans nos veines. On a toujours envie de voyager, on a toujours envie de rencontrer. On a une envie très profonde de vouloir s'évader, surtout que là, ça fait presque un an qu'on n'a pas pu véritablement partir très loin en voyage, ou alors avec des motifs impérieux très, très précis et très pointus. Et on retrouve cette tendance très présente auprès des voyageurs ou des professionnels du tourisme. Tout le monde a envie de voyager. Aujourd'hui, je ne crois pas connaître une seule personne qui me dise non, non, moi, ça me va très bien de rester par chez moi et je suis très bien là où je suis. Même aujourd'hui, la tendance, comme l'année dernière, était de voyager en France. L'année dernière, effectivement, on n'a pas pu voyager, on a consommé France, et tant mieux. Et cette année encore, on le fera. Et c'est l'enjeu des territoires aujourd'hui, de devoir réussir à se démarquer et réussir à montrer leur valeur ajoutée territoriale et savoir communiquer différemment sans tomber forcément dans la cacophonie marketing territoriale qui est de toujours reprendre les mêmes sujets. Ici, on a de meilleures expériences, on a de la nature, on vient s'évader, etc. Tout ça, c'est du vu et revu, ça ne suffit plus. Et il faut trouver de nouveaux axes de storytelling qui plaisent, qui racontent des histoires et qui touchent parfaitement les cibles que vous souhaitez atteindre. Et ça, on y reviendra un petit peu plus tard. En soi, aujourd'hui, ce qui est à retenir, c'est que toutes les personnes qui ont été des amateurs des réseaux sociaux l'année dernière, qui ont redécouvert ou qui ont passé du temps, restent quand même très impliquées et finalement très piquées à vif par son utilisation et finalement sont véritablement devenus des accros. Ce qui fait que les réseaux sociaux ont aujourd'hui explosé en termes d'utilisation et de réflexes journaliers pour aller suivre ce qui se passe, pour aller suivre l'actualité. Ce qui fait qu'il y a un véritable enjeu pour tous les acteurs et notamment pour développer son business que de communiquer sur les réseaux sociaux et surtout de ne pas seulement communiquer sur Facebook, Instagram et de dépenser des budgets de social media optimization, donc des petits budgets d'ads, mais aussi de faire appel à ces influenceurs qui permettent de développer considérablement la notoriété et la visibilité de la marque ou de la destination sur des audiences qui leur correspondent. Et on retrouve notamment sur ce schéma que les influenceurs qui ont beaucoup été découverts sur l'année 2020 ont été extrêmement sollicités. Il y a eu en 2020 près de 51% des créateurs de contenu qui ont reçu des demandes de partenariat et qui avaient à peu près 47% d'entre eux qui ont été contactés en direct avec une augmentation des rémunérations d'à peu près de 15%. La moyenne d'âge d'un créateur de contenu, c'est à peu près 30 ans, c'est principalement féminin. L'influence est l'activité principale de 15% des créateurs de contenu. On verra ça un petit peu plus tard, créateur de contenu, influenceur, qu'est-ce que c'est exactement, on y reviendra un petit peu plus tard. 3 sur 4 ont refusé des propositions de partenariat en 2020. Ça aussi, c'est un point sur lequel il faudra qu'on échange assez loin ensemble parce que c'est pas forcément parce que vous les payez qu'ils vont communiquer dessus ou qu'ils vont communiquer sur vous, ou sur votre marque ou sur votre destination. Ça, c'est un sujet dont il faudra bien s'en rendre compte. Il y a 45% des créateurs qui ont permis l'amplification de leur contenu. Là, je pense qu'on commence à mettre le doigt sur quelque chose qui va vous intéresser. Et surtout, il y a 50% des créateurs de contenu et influenceurs qui affirment avoir grandi leur communauté en 2020, tout simplement du fait des confinements et des personnes qui étaient beaucoup plus présentes sur les réseaux sociaux. Mais alors, de quoi on parle quand on parle d'influence et d'influenceurs? Eh bien, c'est simple.
C'est tout simplement une personnalité publique disposant d'une grande visibilité et d'un fort pouvoir de prescription. Le rôle d'un influenceur, ou tout simplement le rôle de l'influence, c'est de susciter de l'engagement et surtout de provoquer un effet waouh. L'influence étant de créer une ou des actions d'engagement et de passage à l'acte. Ce n'est pas seulement vous donner de la notoriété et de la visibilité, sinon pour ça vous avez des affiches dans le métro et ça ira très bien. C'est surtout de pouvoir vous donner de la visibilité, de créer du trafic et du lead sur votre marque ou sur votre territoire en termes tout simplement de nouvelles communautés, de trafic sur votre site internet, de réservation et finalement de passage directement dans votre restaurant, dans votre hôtel ou en tant que voyageur. Raison pour laquelle on fait une énorme différence quand on travaille avec des influenceurs ou des créateurs de contenu. On le redit encore une fois, ce n'est pas la taille qui compte, c'est bien évidemment l'engagement et le retour sur investissement que vous pouvez avoir. Ce qui veut dire que quand vous travaillez avec un influenceur, il y a 2 KPI, donc 2 chiffres clés à avoir en tête, qui sont soit le retour sur engagement, soit le retour sur investissement. Le retour sur engagement, ça veut dire que vous lui avez demandé à avoir de la notoriété et de la visibilité sur votre marque. Le retour sur investissement, ça veut dire que vous lui avez demandé et vous avez monté une opération pour générer des ventes ou des leads sur votre site internet. Audrey, je ne regarde pas forcément le chat, mais est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires éventuellement sur lesquelles il faudrait qu'on répondre? Non, tu peux continuer. Comme là, on est plus sur une partie chiffres, mise en contexte, c'est normal. Les questions, je pense que c'est quand on rentrera vraiment dans le vif du sujet de comment travailler avec eux, qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Alors, pourquoi travailler avec un influenceur, un blogueur ou un créateur de contenu? La raison est simple. On cible bien évidemment une audience qui est large et très engagée. On crée un contenu qui est original, généralement qui est incarné. On fait appel à quelqu'un qui puisse représenter le plus parfaitement notre cible et qui puisse la mettre en valeur au travers de l'expérience qu'il va vivre avec votre marque ou sur votre territoire. On cherche à augmenter votre crédibilité et votre notoriété. On cherche aussi à améliorer le référencement. Généralement, ça fonctionne avec les blogueurs qui vont pouvoir écrire un article sur votre site internet, sur son site internet et qui va pouvoir placer un lien ancré et qui va tout simplement vous permettre d'avoir un meilleur ranking dans Google et surtout de booster vos ventes. On réalise toute une action de communication, d'incarnation et tout simplement de prescription envers votre marque ou votre territoire. L'objectif final est surtout de booster les ventes, de booster les réservations et tout simplement de vouloir booster le nombre de voyageurs qui viendra sur la destination. Mais alors, du coup, le plus grand défi, c'est lequel pour travailler avec un blogueur ou un influenceur? C'est certainement pas la rémunération, mais surtout d'installer la confiance. La réalité, c'est que le relationnel entre l'influenceur et la marque, il est fondamentalement basé sur la confiance. Et vous le verrez régulièrement, il y a quand même pas mal d'influenceurs. Encore hier, il y a eu des stories d'une influenceuse assez connue qui a parlé notamment d'une marque qui s'appelle Oceans Apart, qui était selon elle pas suffisamment transparente vis-à-vis de ses consommateurs et de son public, et qui a expliqué qu'elle ne pouvait pas travailler avec elle tout simplement parce que elle n'avait pas suffisamment confiance sur les méthodes de production des vêtements et que pour elle, ce n'était pas assez clair sur la manière par laquelle voilà, tout ça a été produit. Les influenceurs ont besoin d'une éthique, ont besoin d'une relation qui leur correspondent, qui leur permettent également de pouvoir apporter une valeur ajoutée à l'ensemble de leur communauté. Donc, il y a un véritable besoin d'écoute entre la marque et l'influenceur. Ce n'est pas à la marque finalement d'aller proposer un budget, si je peux dire, mais elle doit venir avec une opération qui puisse à la fois séduire l'influenceur et finalement séduire sa communauté. L'objectif, c'est de se positionner intelligemment et de manière pertinente dans les opérations de com qu'il a l'habitude de réaliser
auprès de sa communauté de manière à pouvoir y revenir régulièrement. L'objectif étant pas de réaliser de l'opération totalement one shot, mais que l'influenceur adhère à vos valeurs comme vous adhérez à ses valeurs, et surtout que vous puissiez nouer une relation d'ambassadeur avec lui. Donc, quels sont finalement les types d'influenceurs qui existent aujourd'hui? Il y a les nano-influenceurs, donc ce sont des communautés qui ont entre 500 et 8000 followers, qui travaillent très régulièrement de manière gratuite, surtout par passion. Quand on parle de manière gratuite, on parle surtout un peu de dotation de produits. Par contre, même si votre investissement dans cette relation est à un coût très faible, il faut prendre compte aussi que quelque part, le retour sur investissement peut être aussi très faible. Ensuite, on retrouve finalement les micro-influenceurs, ceux qui ont une communauté entre 8000 et 45 000 abonnés. Ils ont une assez bonne visibilité. Ils se démarquent souvent par une qualité de contenu, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont en pleine croissance de leur compte et qui vont s'équiper professionnellement avec des appareils photo, etc., etc., et qui vont rechercher à vraiment une valeur ajoutée sur leur contenu avec un aspect très créatif basé autour de la création de contenu. Et ils ont un excellent pouvoir de prescription. Par contre, il faudra s'en rendre compte d'une chose, c'est que ces influenceurs-là, généralement, on commence avec des tarifs aux alentours des 300 € par publication, ce qui nous amène vers les macros-influenceurs. Et là, généralement, les macros, ce sont ceux qui ont un peu plus de 45 000 abonnés. Ils sont très connus, experts du multi-support. Généralement, ils vont communiquer sur Instagram, sur Facebook, mais aussi avoir un blog, voire faire du vlogging sur YouTube. Le pouvoir de prescription est extrêmement important. Et généralement, quand vous menez une campagne d'influence avec eux, vous avez un ROI qui est assez fort. En ce qui concerne les célébrités, il y en a pas mal qui utilisent la visibilité, la notoriété qu'ils ont pu obtenir grâce à des plateaux télévisés ou tout simplement les séries réalité. Il faut savoir que ils sont tous à Dubaï, ceux-là. Ouais, voilà. Alors eux, ils sont tous en exil fiscal à Dubaï ou presque. Nous, on préfère les célébrités type les sportifs, par exemple les plongeurs, type des chefs restaurateurs comme Cyril Lignac, pardon. Tu vois, des vraies personnalités. Il y a 2 poids, 2 mesures. Ouais. Le plus important étant l'accompagnement et les personnes avec qui ils vont s'entourer. Il faut pas se leurrer. Généralement, des célébrités arrivées à un certain stade de reconnaissance personnelle font appel à des personnes qui vont les accompagner dans leur communication. Et la problématique est de tomber dans un trop promotionnel que l'on a très souvent l'habitude de voir et avec des missions qui sont finalement très superficielles. Présentation du produit, présentation du prix, code promo pour pouvoir acheter prix, et puis on passe à autre chose. Et finalement, il n'y a pas eu réellement d'un intéressement auprès de la marque, il n'y a pas eu un accrochage auprès des valeurs. Et on se rend compte que finalement, les stories qui sont postées sont généralement très pauvres de contenu. Il n'y a pas grand-chose qui est exprimé dedans, et les messages sont clairement très mal maîtrisés. Mais ce qui veut dire qu'on en arrive à un point très important, une fois qu'on a fait un peu le bilan de tout ce qui pouvait exister jusqu'à présent. Vous devez surtout, avant de travailler avec un blogueur ou un influenceur, ou tout simplement vous dire pourquoi je pourrais travailler avec lui, c'est déjà de savoir pourquoi vous le faites. Et ça, c'est très important. Vous avez quelques questions à vous poser. Simplement vous rappeler qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous le faites, pourquoi tous les matins vous vous levez pour aller faire votre travail. Bien comprendre quelle est votre cible, c'est du B2C, du B2B, du B2B2C, quel âge a votre cible, de quel type de catégorie est votre cible, quels sont les objectifs que vous devez atteindre, et finalement, qu'est-ce qu'il doit faire l'influenceur pour que ça puisse déjà correspondre à tout ça. Parce que simplement se dire, aujourd'hui, je travaille avec un influenceur pour travailler avec lui parce que ça a été demandé de manière politique, ou parce que ça ferait bien dans le plan com, ou parce que tout le monde le fait, donc moi aussi je devrais le faire, c'est déjà se tromper. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que les influenceurs et les blogueurs, ce n'est pas le levier magique qui va vous ramener toutes les réservations qui vous manquent de l'année.
C'est pas non plus le levier sur lequel on va miser toute sa trésorerie pour aller chercher finalement la notoriété et la fame. C'est totalement faux. C'est un canal comme un autre et on l'exploite en fonction des besoins que l'on a. Et ça permet aussi d'éviter de se griller auprès de certains influenceurs avec qui on aimerait travailler et finalement où il n'y aurait pas le fond d'un vrai sujet de discussion parce que les contacter, ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont se pencher sur le sujet, ils vont avoir de la réflexion et ils vont un peu se décider. Donc il faut arriver quand même avec quelque chose qui est construit, quelque chose où il y a un brief, où il y a du marketing. Il faut savoir que ce sont des personnes qui sont professionnels. Donc, ils ont besoin déjà de comprendre un peu tout ça. Vos valeurs, votre cible, l'âge, qu'est-ce qu'ils sont, comprendre aussi quel objectif lui-même il doit atteindre et finalement, de ce que vous attendez de lui, peut-être que lui aura des contre-propositions à vous faire. Et surtout, on va parler du budget. On y reviendra un petit peu plus tard, mais il y a un point qui est un capital à prendre en considération, c'est que même si vous pouvez faire de la dotation produit, il ne faut pas oublier que c'est une personne qui a aussi des frais, notamment de débours, les frais de déplacement, les frais de bouche, les frais peut-être d'activité quand vous allez l'accueillir sur place. S'il dort sur place, il y a aussi des frais d'hébergement. Voilà, il faut bien prendre en considération tout ça pour que personne ne soit lésé et qu'il n'y ait pas un non-dit. Donc, on pense bien à tout ça en pensant à une dernière chose, c'est que là, on parlait de dotation produit et le terme qui est utilisé, c'est barters, donc échange marchandises. Il y a les honoraires aussi de l'influenceur qui peuvent rentrer en jeu. Donc, il faut bien réussir déjà à cerner tout ça, qui s'appelle finalement un brief marketing et qui reprend toutes ces petites questions-là et qui vous permettra un peu de savoir ce vers quoi vous vous tournez. Et finalement, peut-être que l'influenceur comme un autre canal pourrait paraître plus logique. Du coup, comment on fait pour trouver un influenceur Généralement, il y a beaucoup de destinations, de marques très connues du tourisme qui se font contacter par des annuaires. On n'est pas trop de ce bord-là ici à l'agence et c'est un parti pris. La simple raison, c'est la suivante, c'est qu'il y a besoin d'humains. Il y a besoin, c'est bien le digital, mais à un moment donné, ça a ses limites. On a besoin de parler avec eux, on a besoin de découvrir. Et surtout, il ne faut pas se baser sur des chiffres, il faut se baser sur le travail qu'ils réalisent et la manière par laquelle ils communiquent auprès de sa communauté. Donc, la meilleure manière de pouvoir s'en rendre compte, c'est tout simplement de chercher sur Google et Instagram, surveiller ses concurrents, notamment sur leurs réseaux sociaux. Et parce que généralement, un concurrent va souvent travailler ou accueillir un influenceur et suivre les influenceurs suivis par d'autres influenceurs. Vous en découvrez un, généralement Instagram, ou eux-mêmes, quand ils vont partir en mission ou qu'ils vont taguer certains de leurs amis de la blogosphère ou de l'influencosphère, vous allez pouvoir les découvrir et donc naturellement pouvoir tisser votre toile de différents influenceurs qui existent aujourd'hui et qui finalement, de la première personne que vous avez suivie et avec qui vous partagez ces valeurs-là, en découvrir d'autres qui potentiellement gravitent autour et qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Mais surtout, zéro outil, c'est un peu le conseil que je vous donne. Il n'y a pas mieux pour découvrir un influenceur ou un blogueur que de le découvrir par soi-même, d'adhérer à ses valeurs, d'adhérer à ses convictions et finalement de gratter un petit peu plus long. Ça me fait penser à une chose. On va remettre les choses un peu à plat par rapport à tout ça parce que là, on va commencer à rentrer dans les chiffres. Il y a plusieurs points sur lesquels il faut qu'on revienne, qui sont l'audience. L'audience, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le nombre de personnes uniques qui ont été touchées par vos publications. Donc ça, c'est très simple. L'audience, c'est le nombre finalement de personnes qui ont vu un post ou une publicité passer dans votre feed Instagram ou dans le feed Instagram de l'influenceur. Ce que l'on appelle aussi la portée organique, donc tout simplement le nombre de personnes qui ont pu voir la publication que vous avez postée sur votre compte social media ou sur le sien. La portée payée, c'est quand vous avez mis un peu de budget sponsorisé sur votre publication et que vous avez des personnes qui ne vous suivaient pas dès le départ et qui ont pu la découvrir. Les clics sortants sont le nombre de clics qui renvoient vers votre site internet.
Les impressions, c'est le nombre de fois où il y a eu une répétition de vision du post, c'est-à-dire qu'une personne unique peut voir 5 fois la publication. Les interactions, c'est bien évidemment les j'aime, les partages, les enregistrements de la publication, les envois en message privé, etc., etc. Le post ou la publication, ça, je pense que tout le monde voit bien de quoi on parle. Et le taux d'engagement, c'est tout simplement le nombre d'interactions qu'a eu votre publication sur le nombre de personnes uniques qu'elle a pu atteindre. Donc, le taux d'engagement vous permet surtout de savoir tout simplement si la personne a un fort pouvoir de prescription ou tout simplement pas du tout. C'est-à-dire que si par exemple la personne a une communauté d'1 million d'abonnés et qu'il n'y en a que 10 000 qui ont liké, le taux d'engagement sera évidemment extrêmement faible, ce qui fait que vous pouvez vous poser la question sur le fait que peut-être que sa communauté est fake et peut-être qu'il l'a acheté. Qu'est-ce que tu appelles fake? On va y arriver. Là, en fait, En gros, c'est des faux comptes. voilà, exactement. C'est des robots typiquement qui te suivent. En fait, effectivement, sur les réseaux sociaux, et même plus loin que ça, hein, on peut parler de médias, on peut acheter tout ce qui touche à des likes, à des abonnés, à du trafic aussi sur des sites internet pour faire croire que le site est extrêmement suivi par une communauté de lecteurs. Bref, on peut tout pipoter, si je peux dire, en termes de digital. Et c'est la raison pour laquelle il y a des outils qui existent, comme par exemple Social Blade ou iPoditor, qui sont deux outils qui vous permettront de tout simplement aller vérifier les statistiques des blogueurs ou des influenceurs avec qui vous souhaitez travailler. Social Blade va pouvoir vous donner un score d'audience qui vous permettra de savoir tout simplement, et avec pas mal de petits commentaires didactiques, si cette personne-là a une communauté qui est fiable ou qui ne l'est pas. Et sur Social Blade, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas avoir inversé dans les noms, mais Social Blade vous permettra surtout de pouvoir voir comment sa communauté évolue. Si vous voyez qu'il y a des pics à 4000 ou 5000 ou 10 000 nouveaux abonnés sur quelques jours, il faut bien les vérifier d'où est-ce que ça peut provenir. Il a peut-être fait un jeu concours super. S'il ne l'en a pas fait, ça veut dire que clairement, c'est une personne qui est allée acheter ces abonnés-là. Vous avez juste à taper dans Google achat follower, vous allez voir, il y a plein de sites qui existent et finalement ce sont des sites qui achètent au travers de petits robots ou de fermes à followers en Inde, au Pakistan, en France, en Ukraine, etc. Des faux comptes qui viennent tout simplement s'abonner ou mettre des commentaires sur chacune de vos publications. Et les autres points sur lesquels il faut bien prendre considération, c'est sur le trafic qui est sur le site internet. Si par exemple vous avez un blogueur qui vous dit voilà, moi j'ai 30 000 personnes qui viennent sur mon site internet, c'est une communauté qui est française, etc., etc., vous avez la possibilité avec SimilarWeb de pouvoir vérifier tout simplement toutes les petites statistiques du site internet et de vérifier que ce qu'il vous dit est réel ou non. C'est-à-dire vérifier qu'il y ait du trafic et surtout d'où vient ce trafic. Si vous voyez que c'est principalement un blog français et qu'il a des visites qui proviennent de Madagascar, du Maroc, d'Espagne et d'Ukraine, d'avance, je peux vous dire que cette personne-là achète du trafic pour faire croire qu'il y a du monde qui vient sur son site et que c'est une personne qui va vous rapporter beaucoup de leads. Donc voilà, il faut bien faire attention à tout ça. Et on en arrive à un autre truc que je vous inviterai à aller regarder, qui est une vidéo qui a été produite par Guillaume Ruchon, qui est un influenceur assez connu, basé à Lyon, notamment dans le lifestyle et tout ce qui va toucher à la photographie, technologie, etc. Et qui a notamment fait une petite étude de quelques influenceurs au travers de l'outil iPoditor pour montrer un peu comment ça fonctionnait et toutes les dérives qui existaient aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on n'a forcément pas le temps d'aller regarder cette vidéo qui doit durer au moins 30 minutes, mais je vous invite vraiment à aller regarder pour que vous puissiez quand même vous méfier et ne pas sauter dans l'inconnu tout de suite et de toujours bien vous renseigner à partir du moment où un influenceur vous contacte.
pour bien vérifier la qualité de sa communauté, bien aller vérifier son travail avant. Et quoi qu'il arrive, vous savez, une relation humaine, suivre, regarder, discuter avec lui, prendre le temps de passer un coup de fil avec lui, c'est ce qu'il y a aujourd'hui de plus important pour bien réussir à se rendre compte de la personne que l'on a en face et simplement savoir si ça pourrait matcher de travailler avec cette personne. Avant d'aller un petit peu plus loin, Audrey, est-ce qu'il y a des questions ou ça va? Première question, c'est Elisabeth. Tu peux redonner le nom de l'influenceur? Comme ça, je vais l'écrire en même temps dans le chat. Guillaume Ruchon, qui a fait cette vidéo-là. La vidéo est disponible sur YouTube. R-U-C-H-O-N. Guillaume Ruchon, oui, tout à fait. Je tape la vidéo en même temps. Je vais vous la retrouver ici au passage, comme ça au moins vous l'aurez. Et la vidéo s'appelle La vérité sur les fake influenceurs. D'accord. Voilà. Ok, merci. Autre question, tu sais, tu parlais de tous les outils là tout à l'heure, Social Blade, HypoEditor et SimilarWeb. C'est des outils qui sont gratuits ou payants, ou est-ce qu'il y a des bêta-tests? Alors, il y a des versions d'essai, notamment sur HypoEditor, sur la première inscription. Et ensuite, sur Social Blade, on peut se connecter et regarder sans aucun problème. Il y a des versions premium, enfin, il y a des petites options premium qui sont accessibles en fonction de l'abonnement que vous allez choisir derrière, si vous en prenez un ou non. Et SimilarWeb, il n'y a pas besoin de créer de compte ou de s'abonner pour pouvoir aller vérifier les premières statistiques qui sont disponibles et qui sont très largement suffisantes pour aller un petit peu plus loin. D'accord. Voilà. Après SimilarWeb, il y a aussi SEMrush qui existe, qui est plutôt pas mal. Donc je le redis, SEMrush, qui permet aussi de pouvoir faire comme SimilarWeb, mais de manière beaucoup plus poussée. Donc voilà, je conseille quand même de rester sur SimilarWeb, qui est très simple, mais SEMrush aussi est un très bon outil. Il n'y a pas un indicateur rien qu'à l'œil nu de voir quand ce sont des comptes CT qui achètent ses abonnés. Par exemple, je prends un exemple. Imaginons on a un influenceur qui a 10 000 abonnés, donc on prend un nano-influenceur. Il faudrait qu'en moyenne, pour que ce soit un vrai compte, il a à peu près combien de likes sous ses posts? Enfin, il n'y a pas une histoire de pourcentage. Bah, dans ces horizons-là, il faudrait que au moins 8%, c'est pas mal. S'il a au Ouais, moins... voilà. 8 à 10% environ. Ouais, c'est dans les scores. C'est dans les scores. Et si c'est en dessous, du coup, ça veut dire que c'est pas bon signe. Non, si c'est en dessous, ça veut rien dire non plus, mais Non, ça veut dire. en fait, ça dépend de la date, de l'heure à laquelle il va poster. Ça dépend de la prise de parole qu'il souhaite faire, si elle est très personnelle ou si c'est une photo toute simple de paysage avec une légende un peu bateau. En fait, ce qu'il faut surtout regarder, c'est les commentaires. Ok. Les commentaires permettent surtout de pouvoir comprendre assez rapidement s'il utilise des bots ou non. Donc, vous allez voir tout de suite, hein, Fabulous, les Confucius, enfin En anglais. voilà, tous les termes anglais très, comment dire, très bot, hein, si je peux dire. De toute façon, vous allez regarder, vous allez les voir tout de suite. Et après, vous pouvez aller faire aussi un petit check dans ses abonnés. Vous cliquez sur abonnés, vous regardez. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de comptes qui suivent d'autres comptes, si vous voyez un compte qui a ensuite plus de 2500 et ainsi de suite, bon, voilà, hein, on a compris. Hein. Mais généralement, en regardant les personnes qui like, en regardant les commentaires et en regardant les abonnés d'un compte, on voit tout de suite s'il y a anguille sous roche ou pas. Il y a une donnée aussi qui, je trouve, est de plus en plus importante maintenant, c'est-à-dire que les gens, malheureusement, comme on est tous saturés par tout un tas de réseaux sociaux, on va peut-être moins liker, on va peut-être moins mettre de commentaires. Et maintenant, les stories sont vraiment des chiffres à encore plus prendre en compte parce que des fois, ils sont beaucoup plus importants que ce qu'on peut voir au niveau des posts. Alors, en Les effet, gens suivent de plus en plus les vidéos qui sont en ligne et qui sont éphémères, qui durent 24 heures.
Alors, pour tout ça, les stories, etc., effectivement, le potentiel de reach, hein, des personnes de personnes uniques que vous allez toucher est très important et c'est ce qu'on aime, hein, le côté un peu format, le format un peu addictif de si je l'ai pas vu, bah, je le verrai plus. Donc, c'est très apprécié. La problématique, c'est que vous pouvez pas demander tout de suite à un influenceur avec qui vous voulez travailler le nombre de personnes qu'il peut atteindre au travers de ses vues. Ceci vous envoie son kit média. Alors après, vous pouvez toujours demander une capture d'écran de la visibilité qu'il a par Stories. Mais encore une fois, ça aussi, on peut acheter des vues, hein, on va pas se mentir. Non, non, Peut-être sur des stories? ouais, on peut tout, Tu hein. vois, je sais pas. YouTube, nombre de vues sur Facebook, on peut s'amuser avec plein de choses, mais non, après ne tombons pas dans le fait que tout le monde est fake, hein, c'est faux. Non, non, non. Non, juste être très prudent et quoi qu'il arrive, quand quelqu'un vous contacte pour faire une opération, la meilleure manière c'est d'échanger avec lui, de regarder ce qu'il produit, de quelle manière. Et puis si vous voyez que bon bah c'est un peu bancal ou que tout simplement ça correspond pas forcément et que l'engagement n'est pas aussi bon que ça, bah, posez-vous juste les bonnes questions. Est-ce que le client en vaut la chandelle ou non? Si je suis un restaurateur, si c'est pour l'accueillir, bah, ça peut être oui, d'accord pour les plats, mais pas pour la carte des vins. Ça existe vraiment. Mettre un coût marchandise en face qui soit relativement faible. Voilà. Donc, si on veut travailler avec un influenceur, il faut vraiment regarder le contenu pour qu'il y ait une logique par rapport à ce que lui crée en termes de contenu et par rapport à notre marque qu'on veut valoriser. Ça fait ça. Et c'est les Par critères rapport à, voilà. les critères de collaboration avec une marque ou une destination pour un blogueur ou un influenceur. Le premier principe, c'est la pertinence de la ligne éditoriale. Un influenceur a un pouvoir de prescription et d'engagement, tout simplement parce que ce qu'il va créer auprès de sa communauté, c'est quelque chose qui correspond. Typiquement, vous allez voir, je prends un exemple hein, totalement bateau, mais vous allez voir un influenceur spécialisé sur les tabourets, j'espère que ça vous fera rire, et vous lui proposez un voyage sur la Côte d'Azur, bah, sa communauté, elle va pas forcément être super engagée, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ce contenu-là. Il faut qu'il y ait une véritable pertinence de ligne éditoriale et que ça corresponde, ou que ce soit très affinitaire, de manière à ce que vous puissiez réussir à avoir un certain degré de pertinence dans ce que vous allez lui proposer. Par exemple, je suis un artisan, je produis de la poterie. Je pourrais typiquement m'adresser à des gens, des influenceurs qui sont dans des valeurs d'éco-responsables, parce que du coup, on est sur des circuits courts, parce qu'on valorise le savoir-faire local. Travailler avec des influenceurs qui ont plus justement ces mêmes valeurs-là, en fait. Ouais, ceux qui ont l'habitude de chiner, ceux qui voilà, donc il y a un vrai sujet autour de tout ça. C'est très important. Et c'est aussi la raison pour laquelle on retrouvera en seconde position l'intérêt pour les services. La relation que vous allez avoir avec lui, c'est ce que je vous dis depuis le départ. Une bonne relation entre un influenceur et une marque, c'est qu'avant tout, il y a de l'humain au milieu. Et ensuite, on va retrouver l'importance de l'apport en audience, de la monétisation, de la cohérence de communication et la notoriété de la marque. Okay. Aujourd'hui, alors ça s'est énormément inversé. Avant, dans les débuts du blogging, etc., il y a encore quelques années, on faisait à 70% de l'échange marchandises et du partenariat gagnant-gagnant. On offre un produit où on fait un échange marchandises avec un blogueur, un influenceur et on a une communication sur ses réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça s'est professionnalisé, les communautés se sont augmentées, ils ont tous investi dans du matériel photo et vidéo assez important. Donc généralement, on va plutôt parler de PV rédactionnel ou de push social media, qui sont des rapports d'opérations qui sont rémunérés. Donc voilà, la partie gagnant-gagnant a tendance à extrêmement disparaître pour laisser place à des opérations de communication, quitte à ce que des influenceurs ne communiquent sur rien tant qu'ils ne sont pas rémunérés. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que un influenceur ou un blogueur, une fois que vous avez défini le brief et le concept de collaboration avec lui, il va communiquer en amont, pendant l'opération et après. Il va annoncer sur les réseaux sociaux pour susciter un premier engagement, notamment par story, etc. Qu'il va travailler ou découvrir votre marque ou votre territoire auprès de sa communauté. C'est pour ça qu'on parle d'un effet assez éphémère. Si on ne l'a pas vu, on ne le verra pas. Donc, généralement, on est très addictif sur ce sujet-là.
Il va communiquer pendant, au travers de différentes publications sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, etc., etc. Et surtout au travers de stories pour montrer un peu le côté coulisses. On parlait par exemple de poterie à l'instant. Il va surtout par exemple montrer comment c'est fait, limite faire une petite interview de la personne qui l'accueille dans son atelier pour tout simplement voir un peu comment ça se passe, qu'est l'argile, donner des informations un peu fraîche et alimentée de manière à bien expliquer comment tout ça s'est réalisé. Bref, il y a un véritable côté coulisses qui est très important. Et ensuite, on va retrouver, après cette opération-là, l'article produit sur le blog, s'il a un blog, une vidéo ou tout simplement des contenus qui peuvent graviter autour des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes mis d'accord, comme par exemple un reel sur Instagram, voire même un guide sur Instagram. Donc, retrouver un peu toutes les différentes publications qui ont été faites autour de votre marque et puis pousser ça sur les réseaux sociaux. Et c'est notamment là où on retrouvera véritablement l'acte d'engagement, si je peux dire, assez lointain. Un article est ad vitam aeternam sur Google et une vidéo sur YouTube aussi, quand elle est bien référencée. Et après, tout ce qui va concerner les vidéos Reel, etc., sont des formats qui marchent très très bien et qui sont très rapidement viralisés. Okay. Avant d'arriver à quelques case studies ou d'aller un petit peu plus loin sur quelques réflexions qui pourraient intéresser l'audience, est-ce qu'il y a des questions en suspens ou ça va? Alors, il y a une question, c'est alors Bardé. Je suis principalement contactée par des influenceurs make-up et produits cosmétiques alors que nous vendons du vin. Comment sortir de ça et trouver des influenceurs plus ciblés? Ah, eh ben, je réponds pas, j'y réponds juste après. Ça va devenir très intéressant. Tout est dans la force de proposition et de la créativité de vos équipes marketing. Donc du coup, je réponds pas, je réponds juste après. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, c'était essentiellement celle-là. Quel est le domaine du coup? Parce que j'imagine qu'il est le roi. Je ne sais pas si la personne peut nous dire quel domaine. En attendant, voilà, je vais vous parler par exemple de Parce que l'accueil. tu connais bien les domaines de vin, toi, Stan, pour la petite histoire. Vraiment. Le Euh, suffrène. La suffrène, pardon. Super, parfait. Je vais vous parler du coup de toutes les différentes opérations qu'il y a actuellement dans le monde du tourisme et ailleurs. En fait, il y a différents moyens de pouvoir collaborer avec eux, qui sont notamment l'accueil d'un blogueur ou d'un influenceur. Donc, par exemple, là, je vous prends le cas de l'aéroport de Toulon hier avec qui on avait travaillé. Donc, l'objectif était simple, faire la promotion des différentes liaisons aériennes qui sont faites entre l'aéroport et et les différentes villes avec lesquelles ils travaillent, tout comme faire la promotion sur les réseaux sociaux des influenceurs accueillis de la destination du Var. Donc, quand on fait un accueil avec des blogueurs ou des influenceurs, c'est simple. L'objectif est de pouvoir les accueillir le temps d'une journée de manière à ce qu'ils puissent découvrir la marque, avoir un programme d'activité pendant toute la journée, être accompagnés par la marque ou le territoire pour qu'ils puissent vivre une véritable expérience sur la destination et qu'ils puissent la retranscrire sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que quand vous allez faire ça, l'objectif principal d'un accueil, il est soit rémunéré, soit non rémunéré. C'est-à-dire que quand vous le rémunérez, il vient pour créer du contenu, pour partager sur les réseaux sociaux. On est autour d'une opération de communication qui est toute simple, sans forcément un concept marketing. Donc, il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'il y ait d'énormes retours sur investissement, mais plutôt de retours d'engagement et sur les contenus qui sont créés. Et généralement, quand on accueille un blogueur, on se dit bah, pourquoi ne pas en accueillir certains autres. Et donc, dans ce cas-là, on parle d'un blog trip ou d'un Instamit, etc. etc. Donc là, clairement, je vous avais mis un peu l'opération qu'on avait fait avec l'aéroport de Toulon hier. L'objectif, c'était simple, d'en accueillir plusieurs pendant la journée, de visiter ce qu'était l'aéroport, de partir un peu sur les pistes, d'aller visiter la BAN, d'aller faire des rencontres avec les fauconniers, de profiter aussi des petits restaurants qui sont positionnés sur la plage de hier,
comme par exemple aussi dormir à la Réjane. Bref, l'objectif était tout simplement de parler de la destination du Var et de tout ce qui était à faire autour. Il y avait aussi eu l'Office de tourisme de hier qui avait participé pour venir aussi relayer un peu de contenu sur leurs réseaux sociaux. Bref, l'objectif, une opération de com à destination des réseaux sociaux avec des personnes qui ont une audience, qui ont la possibilité de donner un peu plus de notoriété à la marque ou au territoire. Dans d'autres objectifs, typiquement, je suis un hôtel, j'ai envie de travailler avec des influenceurs qui ont des communautés beaucoup plus larges et sur lesquelles on va créer des campagnes qui sont rémunérées. Là, par exemple, je vous ai pris le cas d'un hôtel qui est à Paris, dont l'hôtel a déclaré qu'à la suite de cette campagne, ils ont enregistré une hausse de 50% des réservations des suites avec vue sur la tour. Et il y a désormais 4 mois d'attente pour pouvoir séjourner dans celle avec l'œil de bœuf. Ah oui. Là, on va parler de spot Instagrammable. Le spot Instagrammable, c'est un peu devenu le nerf de la guerre, à la fois des marques touristiques qui ont besoin d'accueillir, comme les territoires. Si on a envie de faire la promotion de son territoire sur les réseaux sociaux et finalement de créer un certain UGC, donc de User Generated Content, c'est de créer du spot. Le spot, il faut pouvoir réussir à le faire référencer. Il y a énormément de spots qui existent dans le monde photo sur lesquels vous allez vouloir absolument une photo parce que vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Là, typiquement, cette photo qui a été réalisée par Cathy Wan, qui a été extrêmement vue, extrêmement relayée. Une fois qu'on l'a vue, on a exactement envie de faire la même photo pour ceux qui voudraient faire un séjour à Paris. Et donc, naturellement, ça développe le nombre de réservations. Ou tout comme une opération qu'on a pu faire avec Interrail, où on a fait partir 3 différents influenceurs qui étaient Travel Me Happy, Morgan Little Gypsy et World Health, et qui ont développé les ventes de près de 15% pendant toute l'opération, parce que ça avait touché un petit peu plus de 890 000 personnes. Le pass Interrail, c'est j'achète un pass et je peux visiter toute l'Europe en train de manière illimitée. Donc ça sont voilà, des opérations qui sont un petit peu plus réfléchies, mais surtout on laisse tout simplement au travers de ces collaborations-là la liberté aux influenceurs et aux blogueurs participants de créer librement leur contenu et d'avoir l'axe créatif qu'ils souhaitent. Et généralement, comme ce sont aussi des professionnels du marketing, vous arrivez à avoir de superbes surprises, notamment ici avec l'augmentation des réservations, à la fois pour l'hôtel et pour les passes Interrail. On en vient au domaine viticole et les influenceurs. Quand on est un domaine viticole et qu'on a envie de travailler ou pas avec des influenceurs, on peut régulièrement se poser la question de par quel moyen le faire. Là, je prends le domaine de la Suffren en exemple. Si je dis pas de bêtises, vous êtes un vin de Bandol. Vous travaillez donc normalement aussi avec Charlotte Bory, que vous devez très bien connaître et qui est très sur ces tendances-là aussi et qui suit extrêmement l'actualité d'influence. Il faut savoir que vous avez plusieurs moyens de pouvoir collaborer avec eux. Les vins de Bandol font également 2-3 petites opérations de promotion des vins en leur envoyant des bouteilles de manière à pouvoir donner un peu de notoriété à l'appellation et avoir de la notoriété notamment dans les stories, etc. Donc quand un influenceur va recevoir sa bouteille de vin, il va faire peut-être un petit relais, etc. Mais il faut savoir que c'est pas suffisant et qu'aujourd'hui un domaine viticole a tout intérêt à se pencher sur des opérations de marketing et de relations influenceurs en ciblant les bonnes personnes et surtout en allant chercher un moyen de pouvoir créer une opération marketing assez importante. S'il y a des domaines viticoles qui nous écoutent, sachez qu'on connaît une très grande influenceuse lifestyle, très branchée, très parisienne, etc., qui aimerait bien collaborer avec un domaine viticole pour pouvoir potentiellement créer sa propre cuvée. Ce qui vous permet notamment de développer la notoriété de votre domaine, l'expertise, pouvoir présenter un peu finalement la vinification du vin que vous faites directement à votre domaine, pouvoir sortir
en collaboration avec cet influenceur, une cuvée qu'elle pourra surtout adresser à sa communauté. Et là, on a clairement besoin de ce côté très prescrit qui permettra de susciter dès le départ, dès la découverte du domaine, déjà un acte d'engagement, de volonté de découverte et finalement d'acquisition des vins. Et surtout, ça vous permettra, une fois que l'opération est lancée, d'avoir par exemple créé une cuvée avec elle, de pouvoir générer immédiatement du chiffre d'affaires sur les bouteilles qui ont été générées et tout au long de l'année, pouvoir faire des relances de campagne autour de ce vin-là. C'est-à-dire que, évidemment, elle va venir pendant la vendange, généralement courant septembre, faire avec vous finalement tout ce qui sera du travail de récupération du raisin, de la mise de la pression du raisin, de la mise en cuve, du suivi avec le caviste pendant l'année de comment ça évolue, quelles sont les nouvelles étapes, etc. Et en même temps pouvoir commencer à travailler sur une campagne d'acquisition de vos vins en disant voilà, réservez votre bouteille dès maintenant, comme ça au moins ça vous permet aussi de pouvoir maîtriser le nombre de bouteilles qui sont à réaliser et pas non plus imaginer la lune quand il va falloir commander les bouteilles ou les étiquettes, etc., etc. Mais bref, générer immédiatement du chiffre dans cette méthode-là. Les personnes qui vous contactent, qui sont des influenceurs plutôt lifestyle, sont intéressants pour vous. En fait, il y a évidemment des influenceurs qui sont de niche pour le secteur du vin. Il y en a pas mal qui sont connus, qui ont des communautés qui sont plutôt entre micro et macro en fonction de leur notoriété. Mais je vous conseille très sincèrement de vous orienter vers des influenceurs qui seront plutôt effectivement issus du monde du lifestyle. Parce que quand vous allez vous rapprocher finalement d'influenceurs qui sont positionnés autour du vin ou autour de la gastronomie, ils vont en parler toute la journée ou toute l'année d'autres vins. Il faut que vous puissiez arriver à trouver un ambassadeur qui puisse porter vos valeurs et vos méthodes de vinification le plus haut possible en créant une véritable campagne d'ambassadeurs de votre domaine et surtout potentiellement en créant typiquement une cuvée parce que vous pourrez créer tout simplement un système de commissionnement du nombre de bouteilles qui sont vendues et finalement aller challenger l'influenceur au prix de sa communauté pour qu'il puisse demain vendre un maximum de vos bouteilles. Est-ce que ça répondait à la question qui était posée? Je pense que oui. J'espère. Et c'est vrai que je te rejoins où quand on prend un influenceur qui est déjà axé sur du vin quand on est viticole, malheureusement on ne touche pas le grand public. On a tendance à toucher des gens qui sont déjà en fait des aficionados, on va dire, en gros de vin. Et du coup, le marché est plus dur à conquérir tellement ils font la promotion de bouteilles de vin de tout type, je pense, sur toute la France, voire même à l'international. Donc sortir du lot, c'est compliqué. Alors qu'au final, passer par un influenceur qui est plus dans du lifestyle, alors peut-être pas make-up, parce que c'est peut-être pas la cible, enfin, et encore, faut voir. Mais plus lifestyle, ça veut dire que c'est une personne en fait qui filme sa vie un peu de tous les jours. Et une personne qui filme sa vie de cette façon-là, bah, finalement, elle a des moments où elle se pose, où elle a envie, soit envie de partager un moment avec des amis, soit envie de se faire plaisir en soirée duo avec son conjoint. Et du coup, si ces personnes-là arrivent à mettre en évidence du coup le produit dans un moment pour vivre une émotion et pas seulement pour placer une bouteille, c'est plutôt partager un moment agréable. Ça peut plutôt fonctionner Alors, sur en ce fait, principe-là. même, en gros, c'est simple. Hein, de toute manière, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein, on est des entrepreneurs. Enfin, personnellement, entrepreneur là-dedans, j'ai un souci de visibilité. Enfin, je vais parler de vrai, d'argent, le nerf de la guerre. Il y a deux côtés hein, à réaliser. Vous accueillez un blogueur ou un influenceur en échange marchandises. Voilà, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de retour sur investissement que vous allez faire en l'accueillant sur place, mais ça restera un peu moindre et il ne faut pas forcément avoir de grandes attentes. Par contre, travailler avec des influenceurs avec qui vous allez potentiellement créer des cuvées, etc., et sur lesquels vous allez pouvoir éventuellement imaginer des ventes qui soient commissionnées derrière,
ça va le challenger, ça va le professionnaliser, vous allez pouvoir revenir régulièrement dans son feed. Et clairement, cette personne-là, avec qui vous souhaitez collaborer, il faut bien la choisir, mais surtout, il faut revenir sur ce qu'on avait dit dès le départ. Définissez bien votre brief, choisissez bien l'ambassadeur que vous souhaitez avoir pour votre domaine. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir déjà avoir une notion enfin une approche de collaboration avec un influenceur qui sera totalement différente de celle où vous allez simplement l'accueillir sur votre domaine, lui présenter, faire un tour dans les vignes, lui montrer la cave, remonter par la boutique, lui offrir une bouteille et lui dire merci beaucoup, j'espère que tes stories elles seront bien. Il faut voir les choses beaucoup plus loin. C'est un peu aussi notre devise là-dessus. Hein. L'objectif, c'est pas de faire un coup d'épée dans l'eau. L'objectif, c'est de voir les choses assez grandes. C'est difficile de pouvoir répondre à la question de dire j'aimerais sortir de ce côté un peu make-up, etc. Quoi qu'il arrive, vous aurez toujours des demandes pour des collaborations avec vous. Maintenant, c'est à vous de réussir à qualifier votre souhait ou non de vouloir donner de la visibilité à ces personnes-là. Là, il n'y a pas d'autre choix que de regarder les demandes qui sont faites, regarder si elles sont intéressantes, regarder s'il y a de l'engagement, regarder ce qu'elles attendent en retour de tout ça, et tout simplement de faire parler les chiffres. Hein. Tu me demandes, par exemple, ceci en échange marchandises, ben voilà, l'audience que je vais pouvoir toucher, ça m'intéresse pas. Là, il n'y a que vous qui puissiez être décideur. Sinon, il y aura mon adresse mail à la fin. Et essayez d'anticiper un maximum sur l'année, c'est-à-dire que vous savez que par exemple cette année vous voulez bosser avec des influenceurs, en fonction du budget et en fonction des gens que vous allez contacter, donc qui sont sur votre ligne éditoriale, donc qui correspondent aux valeurs que vous voulez mettre en avant, essayez de planifier un maximum parce que les influenceurs sont pas mal, on va dire, bookés par tout un tas de marques. Et vous, ça vous permet de vous dire, en termes de réalisation de ce qui est possible, avec combien d'influenceurs je peux bosser cette année, parce qu'effectivement, ce n'est pas gratuit. Donc, ça vous permet de dédier un budget à l'année et de vous organiser en conséquence. Alors, du coup, je vais accélérer un petit peu parce qu'on commence à dépasser. Il me reste encore quelques slides. Je vous donne d'autres exemples des agences de voyage avec qui on a l'habitude de travailler, qui nous disent on a envie de travailler avec un blogueur ou un influenceur. Comme je vous le disais, ça suffit plus simplement de l'envoyer sur une destination, notamment pour une marque qui a besoin de ROI, pour simplement communiquer et faire de belles photos et de belles vidéos en taguant la personne sur ses réseaux. Donc typiquement, on a pris le cas de Little Gypsy, avec qui on a collaboré pour créer des voyages à son image, sur lesquels elle accompagnerait sa communauté. Donc elle a créé des voyages qu'elle adore pour aller à la rencontre des animaux, du local, etc., un peu partout dans le monde, donc à la fois en Mongolie, en Colombie-Britannique et dans le Grand Nord norvégien. Le prix minimum était de 2 450 € de participation et allant jusqu'à 3 200 € pour la Norvège. Elle a annoncé au travers d'une vidéo le vendredi qu'elle avait créé ces voyages-là et que sa communauté pouvait s'inscrire pour partir avec elle sur ces voyages-là. Et ben, manque de peau, le site n'a pas tenu pendant tout le week-end tellement il y avait de la demande et tellement sa communauté était engagée à vouloir partir avec elle. Ça a généré un peu plus de 100 000 € de chiffre d'affaires en 10 jours. Et au final, toutes les personnes qui voulaient partir avec elle, mais où les dates ne correspondaient pas, où les tarifs étaient trop chers, où finalement, ces personnes qui auraient aimé partir avec Little Gypsy, mais qui ne sont pas forcément super à l'aise pour partir en groupe, ont fait d'autres demandes de devis auprès de cette agence de voyage parce que les voyages leur plaisaient bien. Et ça a généré plus d'une centaine de demandes de devis qualifiées pour la marque. Je continue, ou par exemple, on a fait aussi une opération de communication donc, avec une influenceuse qui s'appelle You Make Fashion pour le lancement d'une agence de voyage spécialisée sur les USA, pour qu'elle puisse inviter 4 de ses followers sur le voyage avec eux. Donc, évidemment, partir avec un influenceur qui plus est sur un voyage qui est offert aux États-Unis, les chiffres ont considérablement explosé. Sur place, il y avait un plan, un peu de com pour expliquer ce qu'on attendait
en termes de communication sur ces réseaux. Et clairement, vous avez un peu le témoignage qui est à la fin de cette slide de présentation. Je ne peux pas vous donner de chiffres exacts, mais clairement, c'est une explosion du nombre de demandes de devis et une explosion du nombre de visiteurs uniques parce que toute l'opération a été réfléchie de sorte à pouvoir mettre en valeur la marque, mettre en valeur le côté authentique, mettre en valeur aussi pendant toute la durée du séjour les services et l'accompagnement qui est fait par la marque et le côté un peu surprise chaque jour où ils allaient découvrir ce qu'ils allaient faire le lendemain. Bref, c'est typiquement le genre d'opération qui a extrêmement bien fonctionné et qui a permis à la marque de pouvoir se faire connaître sur les réseaux sociaux au travers d'un aspect très humain, très incarné avec Humec Fashion et le petit français qui était son petit ami sur place. Bref, excellent sujet. Et ensuite, on en arrive au dernier point, qui est l'affiliation. L'affiliation, qu'est-ce que c'est? C'est simplement que vous allez adhérer sur une plateforme qui va vous permettre de pouvoir générer des liens qui sont traqués et sur lesquels vous allez rémunérer à la performance les influenceurs avec qui vous allez travailler. Donc, par exemple, un blogueur avec qui vous souhaitez travailler ou plusieurs blogueurs ou tout simplement une campagne médiatique sur différents médias, blogs, sites d'information. Vous souhaitez créer du contenu référencé ou sur lequel il va y avoir une action de communication, vous pouvez placer un lien sur lequel, en fait, toutes les personnes qui vont cliquer, qui vont arriver sur votre site internet, qui vont procéder à une réservation pour un restaurant, à une réservation pour un hôtel, l'achat d'une activité ou tout simplement passer à un acte d'achat, vous allez pouvoir le rémunérer en fonction de ce qu'il vous aura apporté. Ça fonctionne très bien au prix des blogs, notamment des blogs voyage, ou tout simplement de blogs lifestyle pour reprendre le sujet sur le domaine viticole, et ça va vous permettre de pouvoir assurer des dépenses marketing qui soient maîtrisées, tout simplement en rémunérant sur le chiffre d'affaires que vous aurez généré avec l'influenceur. On en arrive à la partie rédiger un contrat. Est-ce qu'il y avait des questions sur tout ça? Est-ce qu'il y avait un point sur lequel vous voulez... Ok. Ouais, il y a eu plusieurs questions. Alors, tu sais, quand on était sur la partie justement domaine viticole, Elisabeth posait la question, peut-on appliquer cette règle pour le secteur de l'hébergement? Alors, oui et non. Plus difficile. Après, il faut être créatif. Il faut être très très créatif, mais pour ce côté-là, ça s'applique énormément à un produit qui va être créé et sur lequel un influenceur va pouvoir s'incarner. Maintenant, sur un hôtel, est-ce qu'on a la possibilité de le faire? Je sais pas trop. Éventuellement, ça peut être autour de la réalisation ou de l'organisation d'un Insta Meet sur place. Typiquement, un influenceur qui propose de réaliser un séjour avec des activités nature autour de l'hôtel, avec une offre qui soit dédiée sur le site internet, peut aider à développer la visibilité de l'hôtel et de l'ensemble de ses produits et services. En fait, tout dépend de la manière par laquelle on peut aller jusqu'au bout ou non. Pour Isabelle, j'aurais tendance à lui dire que quand elle est en basse saison, elle pourrait effectivement réfléchir à organiser des opérations avec des influenceurs sur lesquels elle va réaliser, par exemple, un Insta Meet ou une rencontre avec ses abonnés ou organiser tout simplement un séjour sur lequel elles vont pouvoir se retrouver. Je ne sais pas ce qu'est l'hôtel d'Isabelle, mais si par exemple c'est un hôtel qui est basé dans le sud de la France, près de la plage, est-ce que ça peut être avec des activités nautiques? Est-ce que Visit Bar pourrait aider à faire la promotion de cette opération-là? Voilà, il faut réfléchir en fait par quelle manière vous allez pouvoir impliquer l'influenceur avec qui vous souhaitez travailler et quel deal vous allez pouvoir lui proposer. Surtout, en fait, le mot d'ordre, c'est dream big. Hein. Voilà, faut regarder le plus haut niveau possible. Faut pas juste se dire, je vais l'accueillir, je vais lui offrir une chambre, il va me faire des photos et des vidéos. Réfléchissez plus loin. C'est une vraie action de marketing concrète.
comment vous allez pouvoir travailler avec cet influenceur-là de manière créative. Voilà, poussez les choses. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et après, il n'y a que vous qui maîtrisez votre business sur ce point-là. On peut vous donner des idées créatives, mais je suis à peu près certain que déjà, avec ce que j'ai pu vous dire, ça peut un peu vous orienter sur ce qui est possible. Et tu fais écho à une autre question, justement, c'était, alors c'était, alors je ne sais pas le prénom, mais il est intéressant de savoir si les communautés de communes et les OT dans le Var font appel à ce type de communication. Alors là, je vais pouvoir répondre moi-même à la question. Je vous confirme que les offices de tourisme, alors certains, tout le monde ne le font pas, ou des offices intercommunaux de tourisme, donc qui sont rattachés à des communautés de communes ou des communautés d'agglomération, travaille avec certains influenceurs. Je vous donne l'exemple de la Dracénie Provence-Verdon qui travaille avec On met les voiles. D'ailleurs, nous-mêmes, Var Tourisme, on s'occupe donc de toute la promotion de la destination du Var. Nous travaillons aussi avec des influenceurs. Très souvent, en fait, nous essayons de tourner sur l'ensemble du territoire du Var pour promouvoir en fait un peu toute la destination. L'année dernière, on a nous-mêmes, comme la Dracénie, travaillé avec l'influenceuse qui s'appelle On met les voiles, donc avec Adeline. On travaille également avec la région Sud, qui nous amène aussi des influenceurs. L'année dernière, on a travaillé avec Thibaut Modelia, qui était venu dans l'hôtel Le Suffren, d'ailleurs. Qui était allé aussi au domaine du Rayol. Enfin bref, on avait fait tout un parcours. Donc en fait, n'hésitez pas, quand vous voulez travailler avec des influenceurs, à vous rapprocher soit de vos offices de tourisme, soit des offices intercommunaux de tourisme, ou même de l'ADT, parce que du coup, on pourrait faire du co-branding, donc du partenariat, pour que justement on puisse réduire un maximum les coûts et du coup bénéficier à nous tous de communication. Nous, cette année, à l'ADT, donc à Var Tourisme, on va travailler avec 2 influenceurs. Il y en a un premier qui a été ciblé, donc ça y est, on a le contrat. Ça va être sur le territoire du golfe de Saint-Tropez, mais dans l'idée de faire découvrir un peu le golfe de Saint-Tropez de façon insolite. Des endroits qu'on ne connaît pas forcément. Donc ça peut être des petits villages, ça peut être des activités pareilles qui sont méconnues. Donc on va travailler avec un influenceur. Je vous donne pas encore le nom parce que le contrat est pas signé, c'est en cours, mais du coup, ce sera courant septembre avec un influenceur spécialisé dans les voyages. Donc on l'a pris parce que par rapport à son nombre d'abonnés et par rapport à sa ligne éditoriale, par rapport aux valeurs qu'il dégage et aussi par rapport au type de contenu qu'il réalise. Et ensuite, on aimerait travailler courant mai avec, alors là, on est toujours en train de chercher, avec un influenceur qui représente une famille, qui met en avant du coup des activités et une destination pour valoriser un peu tout l'aspect camping et activités autour de la destination. Et donc ça, on sera du côté de l'Estérel Côte d'Azur pour travailler sur cet accueil-là. Mais vraiment, j'insiste, nous travaillons tous au niveau des acteurs du tourisme avec ces influenceurs. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher on va dire, des institutionnels pour justement créer des partenariats et travailler tous ensemble. Voilà pour la réponse. Et après, on avait d'autres questions. Je reprends. Avez-vous des noms, des contacts pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration? Compliqué? Il y en a même trop. Il y en a beaucoup. Non, il y en a beaucoup en données comme ça. Il y en a plein qui me viennent. En fait, la problématique, ma problématique à moi, c'est que du coup, j'ai les noms en tête. L'autre problématique, c'est finalement quelle opération et quel budget marketing ou pas à mettre derrière. Éventuellement, il y aura mon adresse mail à la fin. Si vous voulez, on pourra échanger ensemble. Je pourrais vous donner quelques noms. Comme ça, au moins, voilà, on va dire que je vous aurais un peu donné un coup de main sur ces sujets-là. Euh, voilà. Pensez toujours à une chose. Bon, alors, je te fais ta publicité au passage, Audrey, mais voilà, si vous avez une demande qui provient d'un influenceur, n'hésitez pas à voir avec Var Tourisme ou directement avec d'autres entreprises avec qui vous avez l'habitude de travailler ou avec qui vous avez un excellent relationnel à côté pour voir quel type d'opération vous pourriez mener et essayer de créer une opération peut-être plus complète, etc. Parce que parfois,
ça peut coûter un peu quand même un petit ticket. Et alors, juste une précision, le Haut-Var n'est pas les oubliés. L'année dernière, on a travaillé avec le Verdon, avec la Provence verte et avec Cœur du Var. C'est simplement qu'en fait, comme on ne peut pas valoriser les 11 territoires d'un seul coup, et encore une fois pour des raisons de coût, de finances, du coup, en fait, tous les ans, on alterne les 11 territoires que représente le Var. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas entendu là, au niveau des accueils, là, je vous ai parlé de gros accueils influenceurs. À côté, on va faire des Insta-Meets. On va en faire sur TPM, on va en faire sur la vallée du Gapot, on va en faire sur Sud-Sainte-Baume, et on va en faire encore en Dracénie. Mais vraiment, on alterne, on tourne. On ne met pas un territoire en avant plus qu'un autre, vraiment. Et le Verdon l'a fait l'année dernière, justement, avec On met les voiles. Et on devrait faire cette année, d'ailleurs, à la demande du directeur, un Insta-Meet pour... alors ça, on n'en a pas parlé, parce que c'est pas que mettre soit une destination, soit une marque en avant. On va organiser, c'est tout nouveau, 2 Insta-Meet cette année. Ça va être sur les déchets, sur comment prendre soin de son environnement pour éviter justement de retrouver des sites qui sont complètement pollués par des gens qui ne font pas attention. Et donc, on va avoir donc Insta-Meet, c'est de regroupement d'influenceurs, où justement il y en a un dans le Verdon qui va se faire pour montrer que on fait de la pédagogie aux gens, on leur montre un peu quels sont les bons gestes à avoir pour préserver notre environnement et aller vers un tourisme qui est toujours plus durable et plus responsable. Du coup, j'en profite. Aujourd'hui, effectivement, il y a des tendances qui se dégagent dans le cas où voilà, des destinations nous écoutent, des hôtels, etc. Il y a notamment le durable qui remonte énormément, le côté naturel, le retour aux rencontres locales, les circuits courts, etc. En fait, merci pour ça le confinement. On a besoin de retourner un peu aux valeurs locales de rencontres. On a besoin de retourner au restaurant. On a besoin de rigoler. On a besoin d'avoir du partage d'expérience. On a notamment travaillé et on va lancer très prochainement nous une opération avec Vendée Tourisme qu'on a appelé Vendée Vlog, qui permet d'envoyer 2 influenceuses qui sont notamment très portées autour de l'environnement, du retour aux expériences locales, etc., pour apporter une touche beaucoup plus nature et finalement mettre en avant des icônes et des ambassadeurs locaux en avant sur leurs vidéos et sur la création de leur contenu. Tout comme on va travailler aussi avec 2 autres territoires touristiques de France sur lesquels il y a des concepts qui sont effectivement très axés autour de la découverte de l'inconnu, de micro-aventures. L'objectif finalement, c'est un peu de sortir hors des sentiers battus, d'aller chercher de l'insolite, de réussir à montrer une destination sous des facettes que l'on n'a pas l'habitude de voir et surtout de pouvoir faire correspondre les influenceurs que l'on envoie sur place aux cibles que l'on souhaite atteindre en termes touristiques. Ça évolue énormément. Il y a plein de choses qui changent considérablement, notamment à cause des restrictions sanitaires et du Covid, ce qui fait qu'on doit réellement se réinventer, se repositionner avec de véritables storytelling autour de sa marque, autour de ses valeurs. Et un grand message que j'ai à vous faire passer à tout le monde, c'est que surtout, ne vous endormez pas parce que tout le monde est en hibernation actuellement en se disant que ça reprendra et ça reprendra comme avant. Non, c'est faux. Il y a de nouvelles attentes qui sont faites vis-à-vis du Covid. La consommation des voyages, elle est complètement différente. Aujourd'hui, on a besoin d'être rassuré, on a besoin de local, on a besoin d'une expérience humaine assez importante parce qu'on ne voit plus personne. Et si vous avez envie demain de réussir, il faut que vous remettiez considérablement en question sur vos valeurs, sur votre mission, sur finalement un peu votre brand manifesto, ce que vous êtes, ce que vous faites et ce que vous proposez. Et surtout, il faut que lorsque l'on ait une interaction avec vous, votre marque ou votre territoire, que cette interaction-là soit bien plus qu'une expérience commerciale ou touristique, mais qu'elle soit véritablement humaine et centrée autour des nouvelles attentes que peuvent avoir
à la fois les voyageurs et vos consommateurs. Voilà, prenez bien tout ça en tête. Pensez à vous. Je ne dis pas qu'il faut vous réinventer de A à Z, hein, surtout pas. C'est pas ça le message que j'ai à vous faire passer. Mais pensez à vous adapter à toutes ces nouvelles attentes qui arrivent et qui feront que demain, les méthodes de consommation vont changer. On va arriver dans le plein cœur de la saison estivale. Je vous souhaite à tous que vous explosiez votre nombre de réservations, vos taux d'occupation, vos nombres de ventes de rosé pour les barbecues de cet été. Mais voilà, n'oubliez jamais que tout ça, ça évolue, ça change. Repositionnez-vous bien. Pensez à vous remettre en avant, essayez de trouver la meilleure manière de pouvoir créer du contenu et surtout de pouvoir attirer l'œil et de vous différencier de vos concurrents. On en arrive du coup dans les derniers points. Travailler avec un influenceur, ça veut obligatoirement dire contractualisation. Même si c'est de l'échange marchandises, même si c'est juste offrir une bouteille de vin, pensez toujours à rédiger un petit bout de papier, je vous en supplie, pensez-y, et qui répertorie un peu tout ce qui concernera votre mission. Pourquoi ? C'est très important parce que dans le cas où finalement il y a une inexécution de la part de l'influenceur qui est réalisée alors que vous avez passé du temps, enfin de l'investissement tant humain que financier, il y a un moment donné, vous allez vouloir avoir un retour sur cet investissement-là, sur ces coûts. Donc, n'oubliez jamais de dire quelles sont vos obligations et les obligations de l'auteur et la cession des droits. Ce n'est pas parce qu'il vient dans votre structure ou avec qui ou qui vous a produit du contenu que vous avez le droit de réutiliser son contenu. Donc, définissez bien tout ça. C'est un contrat de partenariat commercial qui est rémunéré ou qui n'est pas rémunéré, c'est à vous de voir. Mais dans tous les cas, vous établissez un contrat de mission. Voilà. Ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement à redéfinir le brief, l'objectif, le projet. Là, je vous ai montré quelque chose d'assez simplifié, hein, bien évidemment, pour une relation, pour une influenceuse plutôt positionnée sur du B2B tourisme. Donc, on définit l'objectif, l'objet de la mission. On redéfinit qu'est-ce qui doit être produit pour Instagram, pour Facebook. Après le voyage, qu'est-ce qui doit être fait et la cession des droits. Est-ce qu'on récupère des droits sur les photos et les vidéos? Si c'est que du partage, est-ce que ça doit être avec un tag ou non? Est-ce que c'est à vous? Est-ce que c'est pas à vous? Etc. etc. Dans l'idée, voilà, typiquement, ça ressemble aussi un peu à ça. Vous aurez, quoi qu'il arrive, le document PDF. Pensez que ça, c'est une version très simplifiée. Donc, quand je vous dis contractualiser, je ne vous dis pas de rédiger un contrat de 30 pages, mais 3-4 pages juste pour scinder le truc et faire quelque chose d'efficace. C'est déjà pas mal. On n'oublie pas une chose. Quand vous allez, ça c'est mon côté un peu administratif, etc. Quand vous travaillez avec un blogueur ou un influenceur, on pense toujours à vérifier dans le cas où c'est par exemple un statut freelance, de bien demander le CABIS qui soit à jour de ses paiements URSSAF. On pense aussi à demander une RCP, donc une responsabilité civile professionnelle, parce que si par exemple vous le faites venir sur votre destination, il fait voler son drone, que ce soit en toute légalité ou non, mais qui touche un objet culturel ou historique, etc. Les problèmes, ça peut aller très très vite. Donc voilà, pensez bien à sécuriser tout ça. Voilà, pensez toujours bien à vous sécuriser sur la partie administrative. Oui, c'est du travail en plus. Oui, c'est un petit peu plus chiant, mais ça vous évitera énormément de déconvenus. Comme par exemple, vous souhaitez accueillir un influenceur sur la destination du Var, sauf qu'il pleut pendant une semaine et il vous dit je suis désolé, mais du coup je peux pas faire ma mission. Vous lui dites bah ok, c'est pas grave, tu reviendras plus tard. Ah, bah non, et en plus, il y a un qui m'oblige, et puis de toute façon, vous l'avez déjà versé des arts, donc je ne vois pas pourquoi je reviendrai. C'est aussi, voilà, il faut que tout le monde y pense. Très important de toujours cadrer les choses, notamment dans le cas où il pourrait subitement y avoir des avis ou un bad buzz vis-à-vis de votre marque. On y pense.
Voilà, c'était Stanislas. Et je suis à vous pour répondre à toutes vos questions, pour approfondir certains sujets. Et j'espère que cette petite présentation assez succincte vous a plu. On a l'habitude de donner des formations sur la relation blogueur-influenceur plutôt sur une journée. Là, j'ai essayé de tout condenser, de vous apporter une approche assez synthétique, rapide et j'espère efficace. Mais en tout cas, je reste à votre disposition par email ou par téléphone et bien évidemment tout de suite pour des questions-réponses si vous en avez. Alors, il y a une question de Julie qui a été posée, on va dire, dès le début, où elle disait, faut-il systématiquement faire signer un contrat aux influenceurs, qu'ils soient rémunérés ou non? La réponse est oui, obligatoire. Même si c'est un simple accueil, etc., on fait un contrat. Même si c'est une petite page, toute simple, voilà. Qu'il n'y ait pas qu'il y ait pas de discussion à propos du nombre de stories ou de posts qui sont attendus vis-à-vis de votre marque, qu'il y ait, voilà, tout simplement. Et surtout qu'il n'y ait pas de discussion aussi sur à qui appartient les contenus qui sont produits, à qui appartient la propriété intellectuelle, notamment dans le cas où vous aimeriez réutiliser une photo ou une vidéo pour tout simplement faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, quand tu parles de propriété intellectuelle, en plus du contrat, faites attention à bien signer des autorisations de droit à l'image des personnes qui vont vous donner des photos ou des vidéos. Alors, normalement, c'est noté dans le contrat, mais si vous avez besoin pour des photos ou quoi que ce soit, pour les réutiliser plus tard, c'est quand même bien de l'avoir stipulé quelque part. C'est-à-dire qu'utiliser l'image d'une personne, il faut toujours avoir son autorisation, donc quelque chose, un papier qui soit signé, pour éviter que l'année prochaine, par exemple, quand vous allez réutiliser des photos, que la personne vous tombe dessus en disant mais non, on n'a pas signé de contrat ou quoi que ce soit. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Stan, par rapport à ça. Je parle surtout des petits influenceurs, en fait. Oui, alors oui, bah, en général, ça, tu le stipules directement dans le contrat. Hein. Et de stipuler et de préciser aussi la durée. Combien de temps vous allez pouvoir garder ou promouvoir les photos et les vidéos que vous récupérez. Parce que généralement, il y a toujours une notion de temps. Ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans, comme ça peut être 1 an. Donc à vous de bien préciser ça. Et pour répondre à Julie, ouais, même si c'est un petit contrat, c'est bien d'avoir un contrat. Ça permet de bien repositionner un peu les clauses du partenariat, de savoir qu'est-ce que chacun enfin, dans quoi chacun s'engage par rapport au partenariat qui est fait. Voilà pour ça. Il y a Sandra qui posait la question, est-ce que le devis de l'influenceur suffit ou faut-il quand même faire un contrat à notre en-tête? Si le devis est suffisamment décrit, aucun problème là-dessus. Enfin, s'il y a suffisamment d'explications et de comment ça s'appelle d'annotements sur tout ce qui concerne la collaboration, il n'y a aucun souci. Hein, on n'a pas forcément besoin de rentrer trop loin non plus dans les détails. Je recommande quand même d'avoir une petite annexe pour bien qualifier les choses. Voilà. Voilà pour les questions. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Donc, merci à toi, Stan, pour cette intervention très riche et très intense. C'est vrai que ça reste encore un milieu, peut-être pas précurseur, parce que on travaille de plus en plus maintenant avec des influenceurs, ça va faire plusieurs années. Mais comme tu dis, il y a eu un boom qui a été créé suite au confinement et suite au Covid. Donc, on est amené à toujours plus travailler avec eux et surtout à être de plus en plus créatifs pour imaginer comment bien travailler avec eux pour remplir les objectifs qu'on s'était fixés. Tout à fait. Tout à fait. Et quoi qu'il arrive, en soi, si moi j'avais quelque chose à vraiment marquer, Mm. tout est une question de créativité et de la manière par laquelle vous souhaitez collaborer avec ces futurs ambassadeurs. Voilà, euh,
il y en a beaucoup qui vont vous dire que sky is the limit. Ben non, pas du tout. Allez plus loin, réfléchissez jusqu'où vous pourriez aller. Tout est possible. Ce n'est pas juste un canal de communication, du coup, un influenceur. Oui, ça en est un, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez vraiment vous donner une totale réflexion sur tout ce que vous pourriez créer avec lui. Et on l'a vu sur pas mal d'opérations, quand vous les menez bien, quand il y a une vraie réflexion et quand vous le laissez incarner l'entreprise et la société que vous êtes, vous pouvez aller très loin. Vous pouvez aller vraiment très très loin. Voilà. Très bien. Bah, écoute, je te remercie, Stan. Euh, Demain, on vous enverra donc le replay de la masterclass. En plus, vous aurez quelques astuces dans le mail qui ont été justement citées, que ce soit par rapport à des outils ou que ce soit par rapport à des méthodes de travail ou par rapport au contrat. Donc, on vous fera une petite synthèse de tout ça. En tout cas, merci pour votre participation. J'espère que ça a été intéressant. On vous fera passer le mail de Stan pour si vous avez peut-être d'autres questions ou si vous souhaitez voir avec lui pour travailler justement sur cet axe-là et se faire accompagner par une agence, parce que c'est vrai que seul, ce n'est pas évident non plus. En tout cas, on se donne rendez-vous d'ici le 11 mars pour la prochaine masterclass digitale, donc avec Antoine Poussard sur comment recruter en toute simplicité ses saisonniers. En attendant, je vous dis merci à tous et à très vite. Merci Audrey, à bientôt. Merci, au revoir.